Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Chaos Global, l'hebdomadaire d'actualité du courrier des stratèges. Nous sommes le mardi 20 janvier. C'est dur ça. Dès le lundi, c'est dur. Nous sommes le lundi 20 janvier. Journée extrêmement importante. C'est la veille du mardi 21. Oui. Nous en dirons peut-être deux mots en conclusion. Et c'est surtout le jour où il y a l'intronisation de Donald Trump et l'ouverture du forum de Davos. Et je trouve que cette correspondance, déjà on en dira trois mots, est tout à fait intéressante. Nous allons évidemment vous parler de Donald Trump. On va dire quelques mots de Davos, mais auparavant, je vous rappelle que cette vidéo que vous voyez est une activité au fond annexe du Courrier des Stratèges, qui est un site d'information auquel vous pouvez vous abonner pour la modique somme de 100 € par an, 99 € par an très exactement. Ne manquez pas de vous abonner, il y a une moyenne de 10 articles par jour, tous les jours, de semaine, et ce sont des articles contrariens, poil à gratter comme on dit, qui vous donnent une vision libertarienne de l'actualité mondiale, française et mondiale. Et le libertarisme, vous l'avez perçu, est une idée qui perce, mais ça fait un certain nombre d'années que le courrier essaye d'expliquer et explique régulièrement aux Français, aux lecteurs français, et à quelques étrangers d'ailleurs. On salue les Suisses, les Belges, les Canadiens qui nous lisent, un certain nombre de lecteurs en Afrique aussi. Nous expliquons ce qu'est la vision libertarienne du monde, et notamment ce souci du retour à la liberté et au libre choix dans la société. Donc n'hésitez pas à vous abonner, puis abonnez-vous à notre chaîne Patrimoine sur YouTube, le Courrier des Stratèges. N'oubliez pas non plus de vous abonner gratuitement au fil Telegram du courrier qui s'appelle Restez libre et qui vous donne en permanence une actualité. Alors, c'est la somme des articles du courrier, plus un certain nombre de considérations, de confidentiels, de réactions à chaud que nous pouvons avoir sur les sujets d'actualité. Voilà. Pensez à tout ça. Donald Trump. Alors, on va faire une interview, un entretien débridé, Édouard, sur l'intronisation de Donald Trump. Parce que au fond, il y a un côté flamboyant quand même dans l'arrivée de Donald Trump au pouvoir. J'ai l'impression que c'est l'acclamation de l'empereur romain par l'armée romaine. Ça a un côté comme ça impérial. Alors, avec une petite nuance, c'est qu'il y a quand même 77 millions de prétoriens. Si on prend la comparaison avec les empereurs romains qui étaient nommés largement par acclamation de la garde prétorienne, là, il y a 77 millions d'Américains qui ont voté pour lui. C'est vrai que c'est le score le plus impressionnant de l'histoire politique des États-Unis, puisque je laisse de côté les 81 millions de Biden en 2020, dont aujourd'hui, à part les gens de mauvaise foi, plus personne ne va contester que c'est un score douteux, surprenant, étonnant, voilà. Bon, alors on va essayer quand même de faire une présentation de Donald Trump un peu décapante et contradictoire entre nous, puisque Édouard tu es plus Trumpiste que moi. J'ai défendu Trump quand il a été élu la première fois, parce que je trouvais que c'était une vraie rupture dans le jeu politique américain. J'ai fait le pari. J'étais sûr qu'il gagnerait la primaire des Républicains en 2016, et j'ai fait le pari qu'il pouvait être élu. Alors quand il a été effectivement élu, là je me suis dit, j'avais un peu compris qu'il se passait quelque chose. Et puis en 2020, j'étais d'ailleurs assez seul à l'époque. J'ai établi par un certain nombre de preuves qui étaient disponibles que il avait été volé de son élection, de sa réélection en fait en 2020. Alors ça m'amuse de voir aujourd'hui des gens qui se précipitent à Washington pour aller voir Trump ou pour essayer d'être invités, et qui me disaient que j'étais très déraisonnable de prétendre des choses pareilles en 2020. Je vois à qui tu fais allusion. Aux quelques Français qui ont été invités, tu veux dire? Voilà. J'ai vendu la mèche. C'est ça la politique. La politique, c'est l'art de mentir. Et quand je vois que plein de gens cherchent à faire de la politique à partir de la morale, chaque fois, je suis défrisé. On va évoquer, donc on vous redit que
cette interview va être publiée au moment de la cérémonie, j'allais dire, d'ouverture des Jeux par Donald Trump, avec le décalage horaire. Hier, quand même, on peut le dire, Trump a fait un grand show à l'américaine pour annoncer ce qu'il allait faire. Je propose qu'on commence tout de suite par là, parce qu'on parlera du Proche-Orient, mais ce qu'il faut dire, c'est que ce qui ressort aujourd'hui des annonces, c'est qu'il va prendre au moins 100 décrets. Alors, il y a une inflation selon les médias, mais moi j'ai retenu dans la presse anglo-saxonne qu'il y avait une centaine de décrets présidentiels, executive orders, qu'il allait prendre dès aujourd'hui pour lancer sa politique. Et dans ces 100 décrets, il y a des mesures sur l'immigration. Alors, si j'ai bien compris, il va déclarer un état d'urgence, l'état d'urgence en matière migratoire et en matière énergétique. Et que donc, dans le domaine des migrations, il va faire 3 politiques. Il va bloquer l'immigration venant du Mexique avec une logique dite du Remain in Mexico, c'est-à-dire que les demandeurs d'asile aux États-Unis mexicains seront cantonnés, parqués, si j'ose dire, dans des zones d'attente au nord du Mexique. Et il va lancer des grandes opérations de chasse aux clandestins. C'est présenté comme ça dans les grandes villes américaines, dont Chicago, dont New York. Je crois que Los Angeles aussi va le faire. Donc, il va très vite ancrer sa politique en matière migratoire, puis il va mener très vite une politique de protectionniste. On va en dire quelques mots. Mais c'est quand même impressionnant, cette déclaration d'état d'urgence. Alors, je crois qu'il y a quelque chose que beaucoup n'ont pas vu lors du premier mandat, c'est que quand on regarde le bilan de Trump, et là je porte aucun jugement de valeur, mais simplement entre ce qu'il avait annoncé et ce qu'il a fait, pendant son premier mandat, il a réalisé environ 80% de ce qu'il avait annoncé, et on peut penser que les 6 mois de Covid très très durs de l'année 2020 l'ont empêché de faire même plus. Mais ce qui caractérise Donald Trump, et c'est pour ça que les Américains l'aiment, c'est que effectivement, il n'est pas comme un politique traditionnel, c'est un businessman. Donc quand il a dit qu'il faisait quelque chose, il le fait. Et il y a eu des résultats. Et ce qui est impressionnant, c'est de voir que, alors même qu'il avait perdu en 2020, en fait, pendant 4 ans, il a préparé ce qu'il ferait s'il était réélu. Et maintenant, il va le mettre en œuvre, et il va le mettre en œuvre très vite. Alors, n'oublions pas qu'aux États-Unis, il y a une phase de transition entre l'élection et l'arrivée le jour de l'investiture, donc entre le début novembre et le 20 janvier, et que donc ça laisse du temps à un président énergique de préparer ce qu'il va faire, d'autant plus, là ça a été d'autant plus facile pour lui qu'il n'avait plus personne en face, puisque Biden sucre les fraises depuis longtemps, et que l'administration Biden s'est contentée d'essayer de déstabiliser la future politique étrangère, mais n'a rien pu faire d'autre. Alors on va y venir point par point, parce qu'effectivement, on va s'apercevoir que Donald Trump est une personnalité complexe. Donc je vais faire mon contrarien en disant que personnellement, je suis agacé par les commentaires des normies, de la presse pour normies, qui disent Trump est un cinglé d'extrême droite avec un âge mental de 5 ans, etc. Bon, j'en prends pas un mot. Je pense que le mec est redoutablement malin et effectivement a un projet politique bien plus mûr que ce que une certaine gauche lui attribue. Mais je suis aussi agacé par une frange souverainiste qui nous a fait de la Trumpomania, et on s'aperçoit qu'en réalité, Trump n'est pas le souverainiste populiste qu'on voudrait nous faire croire dans certaines fractions du monde souverainiste, on va dire ça comme ça. On va y venir, mais il a fait très fort, déjà avant même sa cérémonie d'intronisation, en arrachant, je signale que tu as fait un très bon article sur le sujet, en arrachant un cessez-le-feu à Benjamin Netanyahou qui n'en voulait pas. Oui, alors effectivement, tout le paradoxe de Trump, il est, et je pense que c'est ce qui fait sa force politique, c'est sa capacité à pratiquer ce qu'on appelle la diagonale du fou sur un jeu d'échecs, c'est-à-dire qu'il n'est jamais là où on l'attend, et qu'il est capable d'une avancée fulgurante tout d'un coup, et sur une case, pour arriver sur une case où personne ne le souhaitait en fait. Alors donc, il y a quand même 2 choses extraordinaires, c'est que lui, l'anti-chinois viscéral, il vient de prolonger
les discussions avec TikTok et donc il a supprimé le bannissement de TikTok qui avait été pourtant entré en vigueur hier matin. Le soir, TikTok réapparaissait sur les écrans des smartphones américains. Et on retrouve la géopolitique des réseaux sociaux. Voilà. C'est-à-dire il y a 20 ans, quand ces réseaux sociaux se sont lancés, quand TikTok s'est lancé, c'était à la base pour faire des petites danses, et personne ne pouvait imaginer que ça devienne un enjeu de géopolitique dans les relations entre les États-Unis et la Chine. Mais ça en dit long. Alors, je te tiens comme s'il a réautorisé TikTok contre le projet d'un actionnariat à 50% américain. Oui. Alors ensuite, évidemment, il regarde où est l'avantage des États-Unis. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est cette extraordinaire pression mise sur Benjamin Netanyahou. Alors, je vais quand même continuer sur TikTok parce que je trouve que tu n'es pas allé au bout. Moi, ce qui me frappe, c'est que, effectivement, là aussi, il y a un discours trumpolâtre de c'est la liberté de la presse contre la censure, qu'on entend beaucoup de la part de ceux qui soutiennent Trump. En réalité, c'est pas exactement comme ça que ça se joue. C'est-à-dire qu'on comprend à travers l'affaire TikTok que les États-Unis n'accepteront jamais qu'il y ait sur leur sol un réseau social puissant qu'ils ne contrôlent pas. Et on voit bien que le contrôle des réseaux sociaux, c'est un enjeu de sécurité nationale que Trump reprend à son compte. Là, je veux dire, il ne faut pas faire d'angélisme. Et on comprend aussi pourquoi l'Union européenne, d'une certaine façon, n'aurait jamais pu développer un réseau social mondial, c'est que les États-Unis ne l'auraient jamais permis. Alors, là où ça se complexifie de manière ultime, c'est que, et Trump sent l'opinion américaine, les jeunes Américains, voyant le bannissement de TikTok, sont allés visiblement, massivement, ces derniers 10 jours, vers une application chinoise qui s'appelle le Petit Livre Rouge. Et ils ont commencé à télécharger, alors c'était en chinois, mais les Chinois ont décidé de mettre en place un système de traduction en anglais. Donc ça veut dire que Trump a senti aussi que la société américaine ne pouvait pas accepter une censure totale de TikTok. Et donc ça, c'est son instinct de l'opinion, et par ailleurs, il va en tirer des avantages. Deuxième sujet, effectivement, qui était le premier chronologiquement, qui est avoir imposé à Benjamin Netanyahou un cessez-le-feu à Gaza, et un cessez-le-feu qui est tout à fait étonnant, puisqu'en fait, il entérine le vrai rapport de force entre les Palestiniens et les Israéliens sur le terrain à Gaza. On l'a vu d'ailleurs, puisqu'on a vu ressortir des combattants du Hamas, alors qu'on nous expliquait que le Hamas avait été définitivement démoli. D'autre part, on voit dans les chiffres d'échange les otages israéliens contre, en fait, on va avoir plus de 1000 prisonniers palestiniens échangés. C'est absolument considérable. C'est ce dont Netanyahou ne voulait pour rien au monde. Alors, c'est étonnant puisque tout le monde attendait Trump, qui est connu pour ses opinions très pro-sionistes, on l'attendait sur une ligne beaucoup plus dure que Biden. Et en fait, il a demandé à Netanyahou d'arrêter la guerre à Gaza. Et je dirais au détriment de Netanyahou, c'est-à-dire au détriment de Netanyahou. Religieux du gouvernement Netanyahou, on considérait que c'était la reconnaissance, le signal d'une défaite, une forme de capitulation face au Hamas. Et ils ont menacé de sortir de la coalition gouvernementale. Alors, là où on voit que la pression de Trump est véritablement efficace, c'est qu'en fait, ils partent, ou ils n'ont pas voté le projet, ils disent qu'ils peuvent partir, mais en même temps, ils disent qu'ils feront tout pour ne pas faire tomber le gouvernement. C'était pas du tout le discours tenu quand Biden était président. Donc, il s'est passé quelque chose de tout à fait étonnant, et encore une fois, Donald Trump n'est pas là où on l'attend. Et je crois que ça va être la caractéristique, ce qui va faire la joie des commentateurs et de nos chaos globaux du lundi, mais qui en même temps montre bien comment très peu de monde est prêt à ce deuxième mandat de Trump. Il a tellement été sous-estimé, moqué, raillé que aujourd'hui, c'est assez étonnant de voir. À Londres, on a peur, à Berlin, on a peur, à Paris, on se réfugie dans le ricanement, mais c'est un signe de manque d'assurance. Ça va être sportif. Sur le fond, quand même, sur cette histoire de cessez-le-feu imposé à Gaza et imposé au gouvernement israélien, parce que tout le monde a bien noté cette histoire où
l'envoyé de Trump est arrivé un samedi et où Netanyahu a dit c'est Shabbat, je peux pas venir, et où l'envoyé de Trump a dit tu viens quand même mon gars, et puis tu vas pas te défiler comme ça. Il y a quand même, et c'est ça que je trouve intéressant dans la démarche de Trump, il y a quand même une différence entre les postures qu'il a pu prendre pendant la campagne électorale, très favorables au suprémacisme juif, et l'accord qu'il a imposé, qui est au fond un accord qui prend acte de la réalité, à savoir qu'il ne pourra pas... C'est là qu'on sent qu'il y a une forme d'instinct de Trump qui se dit les Israéliens ne peuvent pas imposer éternellement, avec le soutien américain, une paix contre nature, puisque le Hamas restait vivace, et qu'au fond, un an de massacre, 1 an et demi pratiquement de massacre quotidien sur les populations civiles n'a pas fait mettre les Gazaouis à genoux. Et puis je pense que Trump en fait se révèle avec le temps être un très bon politique, et pour la politique intérieure. Il a remarqué forcément que l'une des raisons pour lesquelles il a battu Kamala Harris, c'est la division profonde de l'opinion dans le Parti démocrate sur le sujet de Gaza. Et d'une certaine manière, en faisant ce qu'il a fait, il neutralise les démocrates qui sont favorables à la cause palestinienne, parce que là, ils peuvent plus dire on fait rien. Bon, cela dit, il faut reconnaître à Trump aussi qu'en faisant ça, il prend un énorme risque, puisqu'il fait quelque chose que ses prédécesseurs n'ont pas fait, alors Obama légèrement par moment, mais n'ont pas fait depuis des années, c'est-à-dire il s'oppose à la politique d'Israël. Sur le fond, on y reviendra de toute façon plus longuement mercredi, puisque je sais que ce qu'on dit là frustrera les passionnés de la question du Proche-Orient. On en reparlera mercredi avec Thierry Messant et toi dans notre format trilatéral. Mais d'une certaine façon, on peut se dire qu'au fond, Trump s'est servi aussi du conflit à Gaza pour dire maintenant c'est moi le patron et ça va pas rigoler. Alors, ce qui est intéressant dans son cas, c'est que quand on l'observe finement, on sait que ses relations avec Netanyahou sont détériorées depuis que, et c'est la chose que je déteste le plus chez Trump, c'est depuis qu'il a assassiné le général Soleimani dans des conditions indignes, et d'ailleurs en ne respectant aucune règle du droit international, en janvier 2020. Et les Israéliens étaient à bord. Et la veille du tir qui a tué Soleimani, Netanyahou a dit non, je me retire. Et ça, Trump ne l'a pas oublié, parce que Trump, il est ce qu'il aime, il a un principe simple qui est celui de la loyauté. Quand on a donné sa parole, on s'y tient. C'est le contrat. C'est le contrat. Et deuxième fois où Netanyahou l'a lâché, c'est le 7 novembre 2020, lorsque Netanyahou a été quasiment le premier, voire le premier, à se rallier à l'élection de Biden, alors qu'on pouvait encore contester la question du décompte des voix. Et ça, Trump ne l'a pas oublié. Au début de la crise de Gaza, je pense c'est vers le 15-20 octobre, Trump, dans un discours qu'il faisait devant des partisans, a dit « De toute façon, vous ne pouvez pas avoir confiance en Netanyahou, il ne tient jamais parole ». Et puis après, il a laissé tomber ça, la campagne électorale a pris le dessus. Mais moi, ça m'avait frappé à l'époque, je m'étais dit, tiens, que fera-t-il une fois élu s'il est élu ? Et c'est ça qui s'est révélé. Alors ensuite, on peut s'attendre à d'autres développements, on peut s'attendre à ce que dans une logique très business, ils permettent aux Israéliens de se réconcilier avec l'Arabie Saoudite et avec beaucoup d'autres pays, et que, comme pendant son premier mandat, les Palestiniens soient finalement la variable d'ajustement. Ça, moi, je m'y attends. On peut s'attendre à ce qu'il ait une politique très dure vis-à-vis de l'Iran aussi. Enfin, il y a beaucoup de choses possibles, mais là, il faut bien reconnaître que le paradoxe, d'ailleurs remarquons le silence de l'ensemble de la classe politique française, de la droite à la gauche, le paradoxe, c'est que c'est Donald Trump qui a arrêté le génocide de Gaza. C'est un fait. Hein. Provisoirement. Oui, provisoirement. Parce que, relisons-le, c'est un cessez-le-feu provisoire. Bien sûr. Et ça va être aussi un test de la crédibilité politique internationale de Trump, de voir si les Israéliens, dans la durée,
se cantonnent à cet accord de cessez-le-feu qui leur est défavorable. L'armée israélienne se retire de Gaza, de facto, et ça va être très compliqué quand même d'y revenir, me semble-t-il. Hein. C'est le plus étonnant de ça, c'est que c'est l'acceptation d'une défaite par le gouvernement israélien. Bon, ça fait... On en reparle mercredi. Il va y avoir d'autres champs, évidemment, de tests, d'expérimentation sur qui est réellement Donald Trump, d'une certaine façon. Ce sera aussi le laboratoire d'un certain nombre d'idées dites souverainistes. Et le premier champ d'expérimentation, ça va être le protectionnisme, puisque, et là aussi, moi, je me marre par avance, si vous me permettez d'être un peu caustique, puisque moi, ça fait quand même plusieurs mois que je dis que le protectionnisme est une mauvaise idée pour régler le problème de souveraineté. Et la doctrine de Trump, c'est on va relever les États-Unis en pratiquant une politique protectionniste. Alors, il ne dit pas que ça, mais il dit ça. Il est très furieux de voir beaucoup de voitures allemandes dans les rues de New York, et il considère que les États-Unis doivent arrêter d'importer des marchandises extérieures. Il considère que ces marchandises sont importées parce qu'elles ne coûtent pas assez cher. Donc, c'est la fameuse histoire des barrières tarifaires que plein de souverainistes en France rêvent de mettre en place à bas le libre-échange, on connaît la rengaine. Sauf que moi, à chaque fois que j'ai dit, mais le problème, c'est quand on met en place des barrières protectionnistes contre les produits des autres, les autres mettent en place des barrières protectionnistes contre nos produits. Et donc, ce qui est supposé créer de l'emploi peut aussi créer beaucoup de chômage, parce que c'est le cas de la France. Les États-Unis et la France sont dans la même position. Ce sont des pays importateurs et pas exportateurs. Les États-Unis, qui d'ailleurs commencent à avoir une dette qui équivaut à peu près à la dette de la France en termes de PIB, les États-Unis sont des pays dont la balance commerciale est très déficitaire, comme la France, c'est-à-dire qu'ils importent beaucoup plus qu'ils n'exportent. Et donc, le problème, c'est que lorsque Trump va mettre en place des barrières tarifaires dont on ne sait pas encore la portée exacte, on attend de voir les décrets qu'il va prendre, il est très possible que les pays qui aujourd'hui exportent vers les États-Unis mais importent des marchandises américaines répliquent dans une stratégie de rétorsion en imposant eux aussi des barrières tarifaires contre les produits américains. C'est le cas du Canada. La successeuse, en gros, de Justin Trudeau au gouvernement canadien dit nous allons mettre en place des barrières tarifaires contre les produits américains, et on rappelle que 35 États des États-Unis ont pour première destination d'exportation le Canada, et donc ça va faire très mal à l'emploi américain si on se met à augmenter fortement le prix des produits américains et donc à dissuader les Canadiens d'en acheter. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que moi, quand j'ai dit attention aux logiques de représailles en matière de protectionnisme, plein de gens m'ont dit vous êtes un nul, un ultralibéral, un macroniste caché. Et on va s'apercevoir que c'est un peu plus compliqué que ça, la réalité, que le protectionnisme va générer des stratégies de rétorsion. Est-ce qu'on sait d'ores et déjà quelles vont être les stratégies dans le monde pour réagir aux barrières tarifaires de Trump? Alors, je fais juste une remarque sur le protectionnisme, c'est que quand il a marché dans l'histoire, parce qu'il y a eu des moments où le protectionnisme a marché dans l'histoire, c'était fondé... en fait, ce qu'on appelle la première mondialisation entre 1880 et 1914, à peu près tous les États font du protectionnisme. Mais pourquoi? Parce qu'ils sont tous en développement eux-mêmes industriel. Et ça marche aussi, pourquoi? Parce que la politique de formation dans chacun de ces pays est remarquable. C'est-à-dire que tu mets une barrière, mais il faut être capable de produire tout de suite, dès demain, dès aujourd'hui en fait. Et le problème aujourd'hui des États-Unis, c'est qu'ils n'ont pas la main-d'œuvre formée. C'est-à-dire que si Trump dit je ne veux plus acheter de microprocesseurs à l'étranger, oui, mais qui va les fabriquer aux États-Unis? Je ne veux plus fabriquer d'automobiles, mais qui va faire concurrence à l'automobile allemande ou en étant capable de produire? Donc c'est un peu ça le sujet, c'est que en fait, il y a une répartition internationale du travail qui s'est faite, et pour pouvoir la contrer, les États-Unis vont devoir mener une guerre éprouvante contre leurs rivaux, notamment les Chinois.
Alors, à partir de là, et surtout, la question des barrières douanières, à mon avis, aujourd'hui, dans l'état de mondialisation, et même si on dit que la mondialisation est en recul, en fait, c'est plutôt qu'une autre mondialisation se met en place, ça va se heurter à un premier obstacle, me semble-t-il, qui est la question monétaire. C'est-à-dire que si Trump met des barrières, le commerce se développera en monnaie des pays. Entre ces pays, c'est déjà la logique sur laquelle sont partis les BRICS, Chine, Inde, Russie, essentiellement pour commencer. Mais on peut imaginer que si l'Indonésie est rentrée dans les BRICS, c'est aussi pour rejoindre ce mouvement. On peut imaginer que l'Iran, se sentant sous la pression de Trump, va vouloir absolument profiter d'un essor commercial des BRICS, pour ne donner que cet exemple. Deuxième chose, moi je serais européen, d'ailleurs je suis européen, je me réjouirais pas trop vite des tarifs, des tarifs de Trump, puisque en fait ça va être une pression gigantesque, et en gros il va dire aux pays européens, soit vous vous heurtez à mes tarifs douaniers, soit vous achetez mes produits, vous achetez mon gaz. C'est le cas aujourd'hui. Et ça va être encore plus dur que sous Biden, c'est-à-dire que de facto. Le deal qui est aujourd'hui passé, que l'Union européenne a proposé, sans débat démocratique d'ailleurs, on en a parlé, voilà, mais dans l'indifférence générale, Ursula von der Leyen a donc proposé un deal à Donald Trump en lui disant « Nous, on va vous acheter plus de gaz naturel liquéfié, puisque en réalité, ce qui se passe depuis le conflit en Ukraine, et malgré les sanctions contre la Russie, ce qui se passe, c'est que l'Europe achète de plus en plus de gaz naturel liquéfié russe, et globalement, le gaz naturel liquéfié russe vit une véritable prospérité, et le gaz naturel américain a du mal à se vendre. Le gaz naturel liquéfié américain a du mal à se vendre. Donc, visiblement, Ursula von der Leyen a expliqué à Trump que si Trump se montrait clément sur les barrières tarifaires protectionnistes vis-à-vis des produits européens, donc essentiellement allemands, tout le monde l'a compris, eh bien, l'Europe achèterait plus de gaz américain. Donc ça, elle n'est pas une trahison près, Ursula von der Leyen. Je pense que son objectif, c'est même d'allonger la liste. Et donc, ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est que les Français qui font l'éloge aveugle et fanatique du protectionnisme et qui hurlent chaque fois qu'on leur dit « Écoutez, êtes-vous bien sûr, vous êtes un affreux libéral », il faut comprendre que ça va se traduire concrètement par une augmentation du prix de l'énergie en Europe, puisque Donald Trump a carrément dit « Nous souhaitons affirmer la suprématie énergétique des États-Unis sur le monde ». Donc il y a une stratégie, et moi c'est pour ça que ça me fait marrer quand je vois les discours trumpolâtres d'un certain nombre de souverainistes. Il faut avoir le courage de dire que ça va se traduire par une perte de pouvoir d'achat des Français qui hurlent déjà, qui ont hurlé contre les prix de l'électricité, de bidule, de machin. Ça va s'empirer avec le système Trump, avec le protectionnisme. Et donc on va une fois de plus mesurer que toutes les solutions simplistes et fanatiques qui ont été proposées par un certain nombre de souverainistes sont en réalité des dangers pour le pouvoir d'achat des petites gens, comme on dit. Et moi, je trouve ça terrible. Dans la pratique, quand même, on va laisser des plumes dans cette affaire de guerre protectionniste. Alors, si tu me permets, il y a trois schémas possibles. Le premier, c'est la ligne de plus grande pente souhaitée par Ursula von der Leyen. On se soumet à la logique américaine. Le deuxième, mais il est impossible, je pense, parce que les Allemands ne voudront pas, parce qu'ils sont tellement partagés, en fait, entre leur américanophilie et leurs intérêts profonds, ça serait de dire, pour répondre à Trump, on met des barrières en Europe, et ça voudrait dire que les pays européens, les pays de l'UE, entre eux, acceptent, ce serait un choix dur pour la France, une domination industrielle de facto de l'Allemagne, mais avec l'idée qu'on va relancer le grand marché en se protégeant contre les États-Unis. Mais simplement, ça amène inévitablement à quelque chose que je pense l'UE n'est pas capable de faire, qui est une réconciliation avec la Russie et une ouverture au reste du monde.
Et ça demanderait une volonté géopolitique qui n'existe pas dans l'équipe qui dirige l'Union européenne, qui n'existe pas chez Macron, qui n'existe pas chez Scholz ou chez Merz, si Merz lui succède. Donc on voit bien, finalement, si on réfléchit en fonction des intérêts français, et c'est ce que je préfère, le troisième schéma, ça serait pour la France de dire, on ne veut pas se plier à la loi de Trump, mais du coup, on sort de la politique étrangère de l'OTAN et on décide que nos alliances sont choisies en fonction de nos intérêts économiques. Et si nous avons besoin de nous réconcilier avec la Russie, nous le ferons. Si nous avons besoin de travailler avec la Chine ou avec l'Inde, nous le ferons. Je peux faire une petite provocation? C'est pas dans les habitudes. Non, puis t'as attendu, là, c'est ça. J'en pouvais plus. Quand même, la dernière fois que Macron a dit l'OTAN est en état de mort cérébrale, il faut construire une défense européenne, 2 mois après, il se prenait les gilets jaunes dans la figure. Alors, je ne suis pas en train de dire que les gilets jaunes auraient été fomentés par Steve Bannon, mais ça porte pas chance quand même de mener la politique que tu dis. Voilà. Et puis ça suppose d'avoir un casier judiciaire vierge, si j'ose dire. Et puis ça supposerait surtout d'avoir la confiance du peuple français. Et malheureusement, il n'y a personne à l'heure actuelle, sinon peut-être Marine Le Pen, mais comme sur la politique étrangère, elle a l'air très très fragile, très flageolante, voilà, il n'y a personne, en fait, il faut dire les choses. Ah, et c'est vrai que j'ai pas senti au sein du Rassemblement national une ligne claire sur la question de la sortie de l'OTAN. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc, on va douiller. Ouais. Moi, par ailleurs, il y a un autre sujet que je voulais aborder. C'est que là aussi, dans les discours que j'entends d'influenceurs souverainistes, on a le côté Trump, défenseur du petit peuple, qui va nettoyer le deep state et remettre l'église au milieu du village. Mais enfin, je suis pas resté sourd au discours de sortie de Joe Biden qui dit les États-Unis vont tomber entre les mains d'une oligarchie technologique qui est celle de Trump. Et de fait, Trump, aujourd'hui, il est d'abord le représentant de l'hypercapital technologique, c'est-à-dire qu'il a Elon Musk, Zuckerberg a fait allégeance, Jeff Bezos a fait allégeance. Donc aujourd'hui, il est bien, d'une certaine façon, l'espèce de patron du syndicat des géants de la technologie américaine. Et c'est pas des pauvres. Gros changement par rapport à son premier mandat. C'est une de ses réussites dans les 4 ans où il a préparé sa réélection. Il a fédéré l'hypercapital américain. Et par ailleurs, il annonce des diminutions de dépenses de l'État. Là aussi, moi, ça me fait rire quand je vois que, quand moi je dis qu'il faut privatiser la sécurité sociale, j'ai des cris d'orfraie de tous les souverainistes qui me disent « mais Trump, au moins, lui, défend les petites gens ». Enfin, il va quand même taper sur les dépenses publiques, et il a bien raison, nous le souhaitons aussi, mais enfin, c'est pas exactement le discours de la sociale que nous entendons chez beaucoup de souverainistes en France qui se réclament de Trump. Et il va surtout mettre en place une déréglementation massive, notamment dans le domaine de la finance, pour permettre aux fonds de pension, aux fonds mutualistes comme BlackRock, de développer leur business et d'engranger des profits financiers colossaux. Et en réalité, par exemple, Trump va autoriser les fonds prédateurs à gérer les fonds de pension américains, et notamment à utiliser l'argent de la retraite par capitalisation aux États-Unis pour faire de la spéculation. Je pense qu'il s'en mordra les doigts le jour J. Je pense que c'est une très mauvaise idée. Et c'est pas vraiment le Trump pratiquement socialiste que certains nous présentent chez les souverainistes en France. Alors, je fais un clin d'œil amical. Regardez l'interview que j'ai faite d'Alain Soral, qui défend la gauche des valeurs et en même temps la gauche du travail et en même temps la gauche du travail et en même temps soutient Trump. Mais Trump, c'est pas vraiment la gauche du travail quand même. C'est quand même une supercherie de faire croire qu'on peut défendre la sécurité sociale et Trump en même temps. Alors, je crois qu'il y a 2 choses importantes. La République des États-Unis est, depuis l'origine, à la fois une oligarchie et une démocratie. Ou plutôt, elle vit sur un équilibre précaire entre oligarchie et démocratie. Ce qui s'est passé avec les démocrates depuis Obama et en fait avec
l'oligarchie républicaine et néoconservatrice et l'oligarchie démocrate néolibérale qui ont fini par fusionner, les néoconservateurs l'emportant, c'est que effectivement l'équilibre précaire de la République américaine avait été rompu au profit de l'oligarchie, aux dépens de la démocratie. L'expression la plus évidente étant la confiscation du vote en 2020. Donc, ce que Trump fait, c'est deux choses. D'une part, il va remplacer l'oligarchie considérée comme fatiguée, qui était celle des néoconservateurs, mais pour mettre la sienne en place, effectivement. Et d'autre part, on ne change pas les règles du jeu, on change simplement les joueurs. Et d'autre part, il a rétabli l'équilibre, effectivement, c'est-à-dire qu'il va faire en sorte d'avoir un consensus pour ce changement d'oligarchie. Il va s'appuyer sur les 77 millions de voix qu'il a obtenues pour avoir l'approbation, parce que c'est comme ça que fonctionnent les États-Unis, c'est depuis toujours. Mais effectivement, alors une autre façon de dire les choses, c'est que on a tout à fait le droit d'admirer Trump pour ce qu'il fait pour son pays. C'est un grand patriote, personne ne va lui contester ça. Et de fait, contrairement à certains qui disent qu'il va gérer le déclin américain, je pense qu'il va en partie redonner de l'énergie à la société américaine et il va redonner de la vigueur. Et il y a un signe qui ne trompe pas, c'est que les États-Unis gardent un petit dynamisme démographique comparé à beaucoup d'États dans le monde. Et c'est un signe de vitalité d'une société. Ça, c'est une chose qu'il faut avoir en tête. Mais par ailleurs, si on veut faire du Trump en France, il faut surtout pas dire « Monsieur Trump, venez nettoyer notre marée à nous ». Il faut nous demander comment nous pourrions rendre la France à nouveau grande, c'est-à-dire être patriote et faire pour nous ce qui est dans nos intérêts. C'est bien là qu'on a cette difficulté. Trump dit, pour aller vite, on va relever les États-Unis en développant les investissements des entreprises, en donnant les coups des franches aux entrepreneurs et spécialement aux grands entrepreneurs, en favorisant les entreprises et au fond en favorisant l'enrichissement des plus riches. C'est quand même la théorie du ruissellement. Et c'est très américain. C'est comme ça que les États-Unis ont toujours marché. Ce qui me frappe, c'est que beaucoup parmi ceux qui aujourd'hui, en France, disent il faut relever la France, ça ne s'accompagne pas du tout donc il faut pousser les premiers et laisser les entrepreneurs faire du business et leur lâcher la grappe. En France, ça se traduit par si on veut relever la France, faut taxer les plus riches, faut arrêter la toute-puissance des entreprises, il faut redistribuer les richesses, il faut recréer de la réglementation, il faut plus de services publics. Et moi, c'est là que je trouve qu'il y a une incohérence qu'on devra tôt ou tard régler. C'est qu'effectivement, ma conviction, c'est que si on veut relever la France, il faut faire du Musk. Il faut taper dans la fourmilière de la fonction publique, il faut taper dans cette espèce de millefeuille de réglementation absolument imbitable à laquelle on est soumis, il faut laisser les gens gagner de l'argent et arrêter de leur dire « Ah, mais tout ce que j'ai entendu dans la bouche de LFI et de Jean-Philippe Tanguy du RN lors du débat budgétaire, c'est ils se sont trop enrichis, il faut les faire casquer ». Et d'une certaine façon, c'est là qu'on a une difficulté, de mon point de vue, dans le monde souverainiste français, c'est que pour beaucoup de Français souverainistes, le relèvement de la France, ça passe par le mal dont on souffre et son accroissement, c'est-à-dire toujours plus de règles de fonctionnaires, de services publics, de partage. Et Trump dit, mais non, si vous voulez relever votre pays, vous faites des efforts, vous enlevez les doigts si je peux être vulgaire, vous arrêtez avec tous vos fonctionnaires, vous arrêtez avec les réglementations et vous laissez les gens gagner du pognon. Et ça, là-dessus, il y a, comment dirais-je, une vraie dissonance cognitive, j'aime pas cette expression, mais peu de souverainistes français ont compris que le relèvement de la France, ça passera pas par taxer en permanence ceux qui réussissent pour faire vivre ceux qui réussissent pas, ça va être l'inverse. Alors, il y aura forcément... C'est pas sympa, on est d'accord, mais c'est efficace. Il y aura forcément des différences, et il faut pas copier le modèle Trump, il faut agir dans le même esprit. Mais pour nous,
Et une de ces différences, c'est qu'effectivement, la France est un pays de classe moyenne, et en particulier, la priorité, c'est de permettre qu'émerge une classe moyenne d'entreprise qui nous fait vraiment défaut. Et vraisemblablement, se méfier des manigances entre le grand capital français et l'État, ce qu'on appelle le capitalisme de connivence. Mais il faut le faire pour nous. C'est ça qui est. Ça veut dire quoi concrètement, Édouard, le faire pour nous? Le faire pour nous, ça veut dire que il faut laisser les entrepreneurs travailler, il faut baisser les impôts. Effectivement, puisque tu fais allusion à l'entretien que tu as eu avec Soral, quand Soral dit telle grande entreprise étrangère qui paye pas d'impôts en France, oui, c'est des choses, mais ça c'est la question régalienne de l'État. Mais pour le reste, il faut cesser de matraquer les petits et les moyens entrepreneurs et permettre à tout le monde qui le veut de réaliser son rêve de création d'entreprise s'il le veut. Mais je rappelle un chiffre. Quand il a été élu en 2016, donc quand il a commencé en 2017, Trump avait dit « Pour tout texte voté, j'en supprimerai 2 autres ». Et à la fin de son premier mandat, on a fait le calcul, pour tout texte voté, il en avait fait supprimer 4 autres. On en est loin en France. Oui. C'est ces choses-là qu'il faut faire. Mais je réinsiste là-dessus parce que je suis chiant, mais je vois bien dans les commentaires qu'on reçoit, les courriers qu'on reçoit, c'est « Ah non, mais vous voulez supprimer les emplois de fonctionnaires ». Voilà. Oui. Et évidemment, ça va être compliqué. Moi, je respecte les gens qui disent, ils ont tout à fait le droit de le penser, je ne les juge pas, qui disent « Il faut plus de fonctionnaires, plus de services publics, plus de ceci, plus de cela ». Moi, ça ne me pose pas de question, ça ne pose pas de problème que des gens pensent ça. Simplement, imaginez qu'on peut dire ça et en même temps dire « On va relever la France » en mode Trump, il faut arrêter le délire. Il faut arrêter de manger les champignons hallucinogènes. Trump dit aux Américains, on relèvera ce pays et on refera une grande Amérique sur le fond, en vous demandant des efforts et en laissant les meilleurs s'exprimer et en arrêtant de leur mettre des freins pour protéger les plus petits. Et ce modèle-là, je vois bien qu'en France, c'est compliqué. C'est qu'en France, on est devenu un peuple tiers-mondisé. Il y a de très bonnes analyses sur la tiers-mondisation des esprits en Afrique après la colonisation. C'est nous, on veut tout et son contraire parce qu'on est des grands adolescents qui n'arrivent pas à choisir. Donc en France, on veut à la fois le relèvement de la France et en même temps ne pas faire d'efforts parce que vous comprenez, nous on en a fait beaucoup, on est très fatigués. Les autres en revanche, ils n'ont rien foutu, allez plutôt chercher les efforts chez les autres. Et Trump, lui, il a une ligne assez claire qui est de dire écoutez, voilà, si on veut que ça marche, il faut faire du business et il faut se donner les moyens de faire du business. Voilà. Donc nous allons redevenir une grande puissance industrielle, nous allons assumer notre suprématie énergétique sur le monde, mais en échange, les mecs qui bossent, ils vont gagner du pognon. Et ça, c'est quand même un discours qu'il va falloir entendre en France si on veut relever la France. Alors on continue. Cette logique de doux déclin consiste à dire mais non, on va tous se gratter le dos, on va se tenir au chaud et on va éviter, on fait de la sociale. Voilà. J'ai dit des conneries. Non. J'ai dit des trucs trop provocateurs. Tu l'as dit de manière provocatrice, mais le fond, je pense que c'est du bon sens. Bon, moi, ce qui me frappe, on va conclure là, mais ce qui me frappe, c'est qu'au fond, quand même chez Trump, je retiens, c'est pour ça que je fais de la provocation, je retiens que chez Trump, il y a une victoire de la provocation et de la radicalité sur l'urbanité des classes dirigeantes. Et c'est quand même ça qui est frappant, c'est qu'au fond, Trump, il est capable de dire des trucs qui décoiffent, il est capable de faire des provoques, on va envahir le Groenland, et ça tranche avec le ton politique modéré qu'on aime bien en France quand même. Oui, mais encore une fois, on n'est pas obligé de faire du Trump à la lettre. On n'est pas obligé il y a une certaine vulgarité dans sa façon de présenter les choses. Souvent, il y a une même ses meilleurs amis disent que quelquefois il est contre-productif. Mais toujours est-il que d'abord il fallait se faire entendre dans un système qui était bloqué.
Et ça, il faut pas le sous-estimer. Et puis la deuxième chose, c'est que c'est pas parce que on voudrait être plus modéré dans la forme qu'il faut être moins radical sur le fond. C'est bien ça le problème. Le problème, c'est que quand bien même certains n'aiment pas la forme de Trump, sur le fond, il faut garder l'idée que on est dans une logique de rupture avec un monde qui est un monde vieillissant. D'ailleurs, le symbole de Biden était, je crois que ça a beaucoup choqué finalement les Américains, surtout cet aveu a posteriori que Biden, on savait dès son entrée à la Maison Blanche qu'il n'avait pas plus de 2 heures d'activité par jour. Enfin, faut quand même imaginer ce que c'est, la première puissance du monde qui a été gouvernée pendant 4 ans, présidée pendant 4 ans par quelqu'un qui n'avait pas plus de 2 heures d'activité possible par jour. Après ça, on va s'étonner que Poutine ait déclenché une guerre en Ukraine. Bon, moi je crois quand même au bienfait de la vulgarité. Mais c'est mon côté, je ne sais plus qui disait prolo liégeois, je ne sais plus quel abruti disait buveur de bière liégeois, je ne sais plus, on n'a pas eu. Private joke. Je note, donc on reparlera, j'en suis sûr, de Trump. On en reparle mercredi avec Édouard et Thierry Messant, et on reparlera notamment du cessez-le-feu à Gaza. Sur le fond, je trouve que on refera la semaine prochaine un compte-rendu de ce que Trump a décidé durant ces 5 premiers jours. Moi, je note qu'il y a un parallèle à faire avec l'ouverture de Davos. Ça va être intéressant de voir comment l'espèce de think tank mondialiste qui est le World Economic Forum va réagir et va commenter. On se souvient que Klaus Schwab, le fondateur du Forum économique de Davos, avait écrit un livre, The Great Reset, où il avait dit beaucoup de mal de Donald Trump. Alors, pas de façon franche, c'était entre les lignes, mais ça voulait dire que ça voulait dire. On va voir comment Davos réagit au retour de Trump. Il y a 1 an, très exactement, à Davos, c'est là qu'on avait eu les premiers signes de la résignation de la caste à la réélection possible de Trump. C'était un premier signe très fort, puisque beaucoup des conversations avaient porté sur la réélection de Trump entre les puissants du monde occidental. Donc on va voir ce qu'ils nous disent cette année. Et je voudrais aussi qu'on essaye de se caler un moment. Alors il y a plein de sujets en réalité qu'on va pouvoir décliner, qu'on va devoir décliner pour éclairer ce qui se passe dans le nouvel ordre mondial, à la recomposition duquel ou à la composition duquel nous assistons. Mais je voudrais quand même qu'on parle de cette affaire extravagante où Trump lance sa propre crypto-monnaie dont la valorisation atteint aux dernières nouvelles 29 milliards de dollars. C'est-à-dire que c'est quand même la première fois qu'on voit un président d'un État, quel qu'il soit, afficher ouvertement que avant même sa prise de fonction, mais à l'occasion de sa prise de fonction et de sa victoire électorale, il lance une monnaie qui lui rapporte des milliards. Enfin, il y a un côté empire romain, effectivement. Une confusion entre le privé et le public qui est assez étonnante. Alors, la réalité, c'est que les dirigeants américains ont fait ça, mais pas au niveau du président. L'entourage des présidents américains faisait ça. Oui, on s'est organisé pour que ce soit du capitalisme de connivence classique, caché. Et là, il y a juste vraisemblablement un papier d'avocat, mais c'est la famille de Donald Trump. Et quand on sait comme il a toujours fonctionné à la tête d'un clan familial, voilà, c'est assez étonnant. Bon, donc je le redis puisque ça me fait sourire et en même temps ça me navre. Je vais rabâcher, mais enfin, j'enfonce le clou, c'est ça aussi la pédagogie. Je vois plein de gens, plein de souverainistes français qui dénoncent, qui éructent contre Emmanuel Macron, et je comprends tout à fait qu'on le fasse contre la privatisation du pouvoir par Emmanuel Macron, et qui disent « Ah, Trump va nous débarrasser de tout ça ». Bah, moi, je vois pas complètement la différence de nature. Il va y avoir une différence d'efficacité, vraisemblablement. Probablement. Ah, ça, c'est sûr que Trump va gagner beaucoup plus de pognon que Macron. Et peut-être que les Américains en bénéficieront plus que les Français n'ont bénéficié de la privatisation du pouvoir par Macron. On le leur souhaite, et grand bien leur fera. Mais bon, voilà, les injonctions paradoxales de notre propre camp, si j'ose dire, me font quand même sourire, et je pense qu'il y a un certain nombre de commentateurs qui nous expliquent qu'on est des cons parce qu'on n'est pas d'accord avec eux et qu'on ne suit pas la mode du moment. Voilà, il ne faudra pas vous plaindre lorsque ça va vous retomber dessus parce que vous allez en chier. Qu'est-ce que Trump a dit aux Américains ? Soyons nous-mêmes.
eh bien, disons la même chose entre Français, soyons nous-mêmes. Ça veut dire qu'on n'est pas forcément trumpiste. On est d'accord. Mais ça veut dire que si on veut être nous-mêmes, il faut sortir de cette mentalité tiers-mondisée où on commente l'actualité au lieu de la faire. Et c'est un peu notre sujet, c'est que les Français ont tendance à préférer commenter l'actualité en disant on peut rien faire, monsieur, sauf râler. Et dans la pratique, ce que Trump a dit aux Américains, c'est on va arrêter de commenter, on va faire l'actualité et on va se donner les moyens de le faire. Et ça, puis on va arrêter de dire que c'est la faute des autres. C'est ce qu'on disait à je ne sais plus quelle occasion. Fédérer les mécontentements, tout le monde peut le faire. Faire de l'audience sur une chaîne en faisant la somme de tout ce qui ne va pas, c'est facile. En revanche, faire ce que nous faisons, c'est-à-dire proposer des solutions, c'est beaucoup plus compliqué parce que ça suppose de diviser en proposant des choses où les gens disent « Ah, mais je ne suis pas d'accord ». C'est tellement plus facile de commenter plutôt que d'agir. Mais Trump, lui, leur a dit « Agissez » et je pense que nous aurons besoin de passer à l'action dans ce pays. Bon, voilà, je me suis encore bien fait haïr, mais regardez comme il est gentil. Ah, tu parles, hein. À bientôt, à la semaine prochaine.